Comment ils vont? Vous avez vibré sur cette première course de la saison? Vous avez aimé? Détesté? Pas d'avis? Je comprends. C'est pas évident cette nouvelle réglementation. Et ben vous savez quoi? Il est possible que ces règles elles changent. Déjà. Comment ça mon ref? Je sais, c'est complètement fou. D'ailleurs, et si on voyait la première victoire de la saison pour Ferrari à Shanghai? C'est possible aussi. On va se régaler dans cette preview. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Chine, on va voir le premier sprint de la saison. Toto Wolff serait chaud d'acheter Alpine, on se dirigerait vers un duel Marco-Ferrari. La F1 pourrait déjà changer ses règles. C'est fou le nombre de trucs que j'ai à vous dire sur cette deuxième preview de la saison. Allez, on en parle. Avant de continuer cette vidéo, prenez une petite seconde pour nous lâcher un grand pouce levé et un abonnement. Ça aide beaucoup la chaîne, c'est gratuit et ça nous permet de nous rapprocher de notre objectif de 240 000 abonnés sur ce début de saison. Merci à tous, bonne vidéo. On va vivre le premier week-end sprint de la saison les gars, et c'est important. On est sur une nouvelle réglementation qui fait tourner la tête aux équipes, elles ont besoin de rouler pour comprendre leur voiture, donc le sprint va avoir un impact significatif, c'est sûr. Vous savez, dans ce format, on a une seule séance d'essai contre 3 d'habitude, du coup, ça risque de compliquer les choses. Quand je pense à Aston qui a drastiquement besoin de faire des tours, je me dis que ça va être compliqué pour les équipes qui sont dans leur cas. Après les gars, ce qui est sûr, c'est que ça va encore une fois pimenter les choses. Il va y avoir de l'imprévisibilité, ça va probablement casser dans tous les sens au niveau des moteurs, possible que ça soit plus excitant qu'autre chose. D'ailleurs, en vrai, étant donné de ce qu'on a vu lors des 10 premiers tours de Melbourne, à tout moment, le sprint, il prendra enfin tout son sens. D'habitude, quand c'était sec, on voyait des processions en dehors des 2 premiers tours, bah là, clairement, ça pourrait changer. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un gros challenge pour les équipes. Écoutez cette déclat de Berman avant ce week-end. Si vous avez trouvé la semaine dernière difficile, cette semaine va exiger encore plus de tout le monde. C'est évident que ça va mettre les équipes en difficulté. Après, j'avoue que pour les spectateurs, ça promet d'être super intéressant. Il se passe des choses très importantes dans les coulisses de la F1 en ce moment. Parce qu'il se pourrait qu'on change déjà les règles qu'on a mis en place en ce début de saison. Je vous explique. Vous avez capté, les nouvelles réglementations divisent énormément. Alors si la nouvelle taille des voitures, la réduction de l'appui et la sortie de l'effet de sol sont plutôt bien reçues par tout le monde, puisque les voitures se suivent et que globalement ça aide le spectacle, le souci c'est la partie liée à la répartition thermique électrique à 50-50, donc au déploiement et à la récupération d'énergie qui prennent une place prépondérante dans la course. Ça plaît pas à grand monde, moi le premier, et ça fait réagir du côté de la Formule 1. Les gars, quand les pilotes, qui sont les premiers ambassadeurs de ce sport, disent tour à tour que c'est éclaté, bah évidemment qu'il faut prendre ça en considération. En vrai, si on se rend compte, comme c'est le cas, que les pilotes doivent conduire de manière contre-intuitive, justement à cause de la batterie, et ben en vrai on a un souci. Et là où c'est compliqué, c'est que oui, sur le premier Grand Prix de la saison, il y a eu beaucoup de dépassements, 3 fois plus que la saison dernière si vous voulez un chiffre, mais on a quand même vu que tout ça était relativement artificiel. Quand Charles Leclerc compare l'overtake aux champignons de Mario Kart, on va pas se mentir les gars, on a quand même un petit problème. Il y a aussi la question de la sécurité avec les différences de vitesse pendant les courses déclenchées par les moments de recharge. Ça fait quand même pas mal de sujets problématiques pour cette nouvelle réglementation. Donc on s'est mis d'accord sur un calendrier pour trouver des solutions. D'ailleurs on apprend ça maintenant, mais a priori la discussion sur la remise en question des réglementations, elle existe depuis les essais de Bahreïn. En vrai je comprends, puisque changer quoi que ce soit avant les 2 premières courses n'aurait eu aucun sens, puisqu'on avait besoin de comprendre ce qui allait se passer. D'autant plus que Melbourne est l'un des pires circuits pour la gestion de l'énergie dans le calendrier, au vu de la proportion de pleine charge. Du coup on attend la Chine pour en savoir plus, et après on prendra des décisions. Après Shanghai, on aura 2 semaines pour implémenter les choses urgentes avant le Japon, et ensuite on aura probablement beaucoup plus de temps étant donné de la probable annulation des Grands Prix de Bahreïn et de Jeddah. Même si Jeddah c'est de moins en moins sûr, on en reparle. Vous allez donc me demander quelles sont les solutions qu'on peut envisager. On va pas changer les moteurs, on va pas changer toutes les règles, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben la première solution, ça serait d'augmenter la puissance du super clipping, donc le moment où justement la puissance moteur est transférée vers la recharge de la batterie, pour qu'on évite d'avoir trop de moments où il n'y a plus de batterie, quoi, et que ça soit globalement plus efficace. J'avoue, je prendrai un peu plus de temps pour vous développer un avis là-dessus. Ensuite, on peut imaginer réduire la puissance électrique déployée, ce qui malheureusement ferait descendre les performances de la voiture. Par contre, ça réduirait aussi logiquement les problèmes liés à la batterie. Et enfin, on pourrait aussi imaginer faire augmenter la puissance du moteur thermique tout simplement. Voilà ce qui est sur la table. J'avoue que je vais attendre d'avoir plus d'infos pour vous donner un avis. Je suis pas ingénieur, pas spécialiste, donc je pense qu'on va prendre le temps, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a des solutions qu'on prépare. En ce qui concerne la sécurité, on n'est pas passé loin d'un drame au départ à Melbourne entre Colapinto et Lawson. Forcément, ils vont se pencher là-dessus. C'était vraiment très impressionnant, ça aurait pu très mal finir, et ça ne peut pas arriver. Et puis au-delà de ça, il y a ces questions de différence de vitesse entre les pilotes. Donc entre ceux qui rechargent et ceux qui déploient, il peut y avoir des deltas énormes qui sont potentiellement dangereux. Voilà pour ça. En vrai les gars, je vais être honnête, je suis un peu mitigé sur le sujet. C'est sûr à 100% qu'il faut changer quelque chose parce que là on comprend rien. Cette histoire de batterie, c'est vraiment pas ouf en vrai. Après je trouve que leur calendrier est bon et je suis sûr qu'ils vont trouver une solution. En soi, c'était sûr que ça allait arriver vu la gueule de la réglementation. Perso, je trouve que ça a été un peu mal géré tout ça. Bon, j'imagine que c'était pas évident. Après, s'ils avaient juste écouté Max, voici l'extrait. To me, it looks pretty terrible. I mean, if you go flat out on the straight in Monza and I don't know what it is, like 400 or 500 before the end of the straight, you have to downshift flat out.
because that's faster. I think that's not the way forward. Peut-être qu'on n'en serait pas là. Je sais pas, en fait, je trouve que c'est fait maintenant, donc ça sert à rien de critiquer pour rien. On ne fait que constater les faits, et c'est vrai que c'est dommage. Après, leur agenda pour trouver des solutions, il est bon, et je pense qu'on va forcément trouver quelque chose qui marche. En tout cas, j'espère. Vous pensez qu'on doit faire évoluer tout ça, vous? Il y a une news assez étrange qu'on a vu passer cette semaine, les gars. C'est que Toto Wolff serait intéressé par un rachat d'Alpine. Enfin, de part d'Alpine. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que c'est le même pourcentage que celui convoité par Christian Horner. Quoi? J'avoue, je vous l'avais pas dit, mais Horner, il est intéressé par une participation chez Alpine, et ça fait plusieurs semaines que c'est sur la table. Et là, on apprend que Toto Wolff serait en train de monter une offre pour racheter les parts d'Otro Capital, qui avait donc 24% de l'écurie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Otro Capital, on en avait parlé, c'est un fonds dans lequel Ryan Reynolds notamment est actif. Ça avait fait couler beaucoup d'encre en 2023. Donc Toto, il se positionnerait face à Horner sur ce dossier. Votre prochaine question, les gars, je la connais, vous inquiétez pas. Pourquoi sont-ils intéressés par racheter des parts d'Alpine? Eh ben c'est pas juste leur petit jeu de chat et de souris à eux deux là, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour Horner, racheter ses parts, c'est un moyen de revenir en F1 de manière sécuritaire. Il a toujours dit que s'il revenait, ça serait en rachetant des parts d'une écurie et en prenant un rôle plus senior. C'est l'opportunité pour lui. Du côté de Mercedes, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous avez capté, maintenant Alpine fait partie de leurs clients avec le moteur et la boîte dont le partenariat est signé jusqu'en 2030. Donc ça pourrait avoir un intérêt stratégique pour eux d'avoir des parts dans cette écurie. Après, il y a une vraie question éthique vis-à-vis du sport, les gars, puisqu'avoir des parts, ça veut dire être propriétaire d'une partie de l'équipe. Et donc ça fait forcément conflit d'intérêts. On voit déjà ça avec Red Bull et Racing Bulls. J'avoue que c'est pas top pour le côté sportif. Après, la grande différence avec Red Bull, c'est que dans ce cas-là, le groupe Renault disposerait toujours de 76% des parts, ce qui le laisse largement majoritaire. Voilà pour cette news assez intéressante, je vous tiens au courant. Venez, on parle un peu du sportif, non? Enfin, de ce qu'on peut, parce que c'est chaud à lire quand même. Bon, on a clairement compris la hiérarchie de cette grille en ce début de saison, en ce qui concerne les top teams. Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull, avec les deux premières un peu plus largement devant. Mercedes, clairement, la voiture, elle est très saine, très solide, très rapide dans les lignes droites, elle a un moteur excellent qui est le plus fort en ce qui concerne la batterie, c'est l'équipe à battre. Ensuite, il y a Ferrari qui a raté ses qualifs samedi dernier, d'où l'écart aussi gros, même si elle était derrière, qui a ébloui tout le monde avec son départ, qui a raté sa stratégie, je dirais, sur un concours de circonstances, et qui semble être beaucoup plus proche de Mercedes que ce qu'on imagine. Ensuite, il y a McLaren qui a beaucoup de soucis avec ses voitures, qui n'optimise pas encore le moteur, et dont un des pilotes n'a même pas participé à la course. Pour finir, Red Bull, qui a de la perf en vrai, et qui a des gros soucis de fiabilité, et qui doit encore trouver des réponses. Ça, c'est pour le top 4. Bon, il y a de grandes chances qu'on se retrouve avec une bataille Mercedes vs Ferrari encore une fois, les gars. En vrai, leur rythme était vraiment au-dessus des autres, et on a quand même l'impression qu'ils étaient seuls au monde. Ce qui va être énorme par contre, les gars, c'est qu'on connaît maintenant la qualité de Ferrari sur les départs, et imaginez s'ils se qualifient mieux, ça peut faire encore plus mal. On va avoir encore plus de réponses au week-end, ça va être hyper intéressant. Alors attention, à tout moment, c'est encore trop facile pour Russell. Il est large au-dessus d'Antonelli de par son expérience, de toute manière, c'est une machine, possible qu'on s'ennuie, même si, évidemment, j'espère pas. Après, je sais pas, dans les virages, la Ferrari, elle est hyper bien. À Shanghai, il y a des passages assez techniques, il y a moyen que ça puisse être très cool. Et puis normalement, ils amènent leur aileron Macarena, là. Celui-là, je sais pas s'ils vont le mettre, mais si c'est le cas, ça va être nimp. J'ai trop hâte de voir si ça marche. D'ailleurs, les gars, faut qu'on parle de Lewis, parce que ça peut être très cool de le voir œuvrer en Chine, qui est un circuit qu'il affectionne. Il a eu l'air de beaucoup mieux s'en sortir dans cette SF26 que dans le passé. Il était hyper positif en sortant de la voiture. Je veux le voir ce week-end sur un circuit qui lui réussit souvent. Je vous rappelle qu'il y avait gagné le sprint l'an dernier, qu'à l'époque, on s'était dit « Ah, ça y est, c'est parti !» et qu'en fait, pas non. Mais là, j'y crois. Voilà les gars, on va encore avoir des réponses sur la hiérarchie, et à tout moment, on peut voir de nouvelles dingueries arriver. Vous voyez qui devant vous? Sous pression avant ce deuxième Grand Prix de la saison, McLaren. On le savait à peu près que ça serait un peu plus compliqué que prévu, mais ils sont un peu en retrait, on va dire, en ce début de saison. Norris a eu des soucis tout le week-end, Piastri a brisé le cœur de tout le monde, c'était chaud, et il y a un vrai déficit sur Ferrari et Mercedes. Pour info, Lando Norris a terminé à 50 secondes du vainqueur, on avait perdu l'habitude. On parle d'un déficit qui se situerait entre 5 dixièmes et 1 seconde. Le châssis pour le moment il est pas au top, Mercedes, on le sait, ne partage pas forcément toutes les infos avec ses clients. En tout cas, c'est ce qui se dit et les faits, c'est que McLaren perd en ligne droite parce qu'elle optimise mal son déploiement pour le moment. Il y a encore beaucoup de limites sur cette voiture. En tout cas, on sait qu'il y a plusieurs choses qui arrivent qui devraient aller dans leur sens. D'abord, ils bossent sur des évolutions qui pourraient être introduites très rapidement pour améliorer la perf aéro de la voiture. À ce niveau-là, je leur fais confiance. Et ensuite, pour moi, ils vont forcément trouver des solutions aux soucis de déploiement au fil des courses. Là, c'est une question d'optimisation. Ils ont besoin de quelques courses et puis ça ira mieux. Perso, je les enterrerai pas tout de suite. Côté pilote, Piastri, il a vraiment besoin de réussir son week-end parce que son crash pendant la mise en grille, ça va pas l'avoir aidé. Rappelez-vous de sa perte de confiance l'an dernier. Après, il a aussi gagné en Chine en 2025. Peut-être que ça va lui donner de la force. Et puis côté Lando, en soi, il faut qu'il continue à rouler pour trouver ses marques. On a bien compris que c'était compliqué de comprendre cette McLaren. Bref, avant ce deuxième Grand Prix de la saison, ils sont vraiment sous pression. C'est le moment de parler de l'équipe qui est le plus dans le dur en ce début de saison.
Aston Martin. Et le pire, c'est qu'au final, Melbourne ne s'est pas passé si mal que ça pour eux. Alonso était proche de la Q2, ils ont trouvé des solutions aux vibrations, et apparemment, Honda considère qu'ils auraient pu rouler toute la course. Les gars, 64 tours à eux deux pendant la course, c'est plus que toutes les autres sessions du week-end. C'est bien le fait que je suis en train de vous dire que c'est bien qui est un problème majeur pour cette équipe. Ça, c'est clair. Maintenant, ils ont peut-être aussi un problème en interne. No! God, please, no! No! Et oui, Adrian Newey, qui a maintenant un double rôle dans cette équipe, puisqu'il est team principal et directeur technique, a déclaré qu'Honda leur avait caché le retard que son département F1 pouvait avoir. Et ça, évidemment, ça n'a pas plu à Honda. On les connaît, ils détestent ce genre de pugilat en public. En même temps, quelle marque apprécierait? Mais là, c'est vrai que pour un début de partenariat, ça sent pas très bon. En vrai, il faut faire attention à ne pas déjà répliquer ce qu'a vécu McLaren à l'époque. Là, il est team principal et le jeu des médias est important. En fait, je me demande si là, il faudrait pas juste essayer de trouver comment faire en sorte que ça marche avec eux, vs les jeter sous le bus dès le début de la saison. Évidemment que ça leur fait mal, ils voudraient forcément être devant. Donc là, leur tirer dessus comme ça en public, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Alors c'était un peu comme ça que ça se passait chez Red Bull. Rappelez-vous des histoires avec le moteur Renault. Mais là, avec Honda, je sais pas si c'est la bonne option. Donc voilà, ça va pas des masses de leur côté, et la Chine sera encore une épreuve du feu. En fait, c'est fou parce que je trouve que leur cas est hyper intéressant. Ça part d'hyper loin, en vrai, c'est cata. Il y a quand même moyen qu'ils progressent, mais j'ai juste envie de voir comment tout ça est géré, que ce soit politiquement ou sportivement. Ça va être un cas vraiment super intéressant à suivre. Donnez-moi vos avis en commentaire les concernant. Sous pression aussi avance GP, Alpine. Perso, je m'attendais vraiment à ce que ce soit mieux de leur côté, les gars, et je pense qu'eux aussi. Tout le monde les voyait plutôt devant le midfield à Melbourne. Eh ben non. Ils ont des gros soucis dans les virages à haute vitesse, en particulier en qualif, et c'est ça qui les met en difficulté. Alors ils n'ont pas dévoilé d'où ça venait, mais le fait qu'ils souffrent de sous-virage pointe quand même vers un problème d'aileron avant. Alors apparemment ils avaient identifié ça pendant les tests, et en vrai ils ont beaucoup souffert en Australie, puisqu'il y a beaucoup de virages à haute vitesse. Ils sont en train de développer une nouvelle pièce, mais elles ne seront pas sur la voiture en Chine. Donc ça sera pour le Japon, et il y a moyen que ça aille mieux à partir de là. On était à ça de voir Lewis sur le podium à Melbourne, les gars. À ça. C'est un raté pour la première de Jean-Mi en 2026. Je retente ma chance ce week-end. Le sponsor de cette vidéo, évidemment et comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre sur la Formule 1 en France. Jean-Mi et Wina, tu le sais, c'est imbattable since 2022. Tu cliques sur le lien en description et tu profites de notre offre incroyable. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus supplémentaire de 10 € en cash aussi avec le code LUCAS10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 € en entrant le code LUCAS10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour tous les sports dispo chez eux, donc la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne aussi, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ce week-end, les gars, je vois bien une première. Enfin, une deuxième. À Shanghai, messieurs, dames, il va se passer quelque chose qu'on a tous envie de voir. C'est un Français sur le podium. Et oui, en Chine, c'est Isack Hadjar qui va monter sur la boîte pour la première fois de sa carrière avec Red Bull. Vous l'aurez lu ici en premier. Jetons maintenant un œil aux cotes. Pour la victoire, c'est évidemment Russell qui est plébiscité devant les deux Ferrari et Max Verstappen. Et pour le podium, Isack est aussi derrière son coéquipier et les Ferrari pour les bookmakers. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné et que le mieux pour gagner de l'argent, c'est de trouver un travail. La semaine dernière, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions en vue de la course à Melbourne. Et vous l'avez fait. Il y a Mazzer qui a été bon. Russell va dominer car les rumeurs sur les Mercedes vont être bien réelles. Et au moins une Ferrari sur le podium après un départ tonitruant. Bravo monsieur. On a Julian Rollin qui a performé aussi, qui mise sur le podium ce week-end après une course de fou. Au vu de tout ce qui lui est arrivé, je pense qu'on peut parler d'une course de fou. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu me fais ta prédiction ? C'est peut-être vraiment là que Lewis Hamilton a perdu son 8e titre. Cette saison-là, il n'a pas été battu, il n'a même pas forcément été dominé, il a simplement fait une seule erreur, au pire moment possible. Shanghai 2007, avant-dernière course de la saison. Et Lewis Hamilton peut déjà devenir champion du monde sur sa première saison. Il lui suffit de finir tranquille. À 1 point de son coéquipier Fernando Alonso et à 6 de Kimi Raikkonen dont les chances sont infimes. La course démarre sous la pluie. Tout le monde est en pneu intermédiaire. Hamilton mène devant Kimi Raikkonen, Massa et Fernando Alonso. Tout est sous contrôle, mais la piste sèche. Hamilton commence à détruire ses pneus, mais McLaren décide de le laisser en piste, de tenir la stratégie. Mauvaise idée. Au tour 31, Hamilton sort large, Raikkonen passe. Hamilton rentre au stand, pneu complètement mort. Et là, l'impensable, il rate l'entrée des stands. Sa McLaren part tout droit et s'ensable dans les graviers. Les commissaires essaient de le pousser, mais rien ne marche. Abandon. Le premier de sa carrière. Le titre s'envole sous ses yeux. Il n'est même plus acteur de son propre destin. Raikkonen gagne la course. Le championnat se jouera à la dernière manche. Il le perdra. C'est cette erreur
sa première erreur de débutant, qui lui a coûté son premier, et certains peuvent le dire aujourd'hui avec le recul, son 8e titre. Alors, ce circuit de Shanghai, sa première apparition à F1 a eu lieu en 2004. On a pu y voir des courses sympas. 2018 en était une par exemple. Le circuit est assez intéressant avec un premier secteur assez ouf, des virages qui mettront des jets aux pilotes, et l'une des plus longues lignes droites de la saison. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit de Shanghai. Ici, les pilotes seront en straight mode évidemment. Au premier virage, on plonge tout de suite à droite tout en rétrogradant progressivement en allant sur le 2. On remonte sur les gaz dans le 2 au niveau du virage avant de remettre un coup de frein sur le 3. A noter qu'à la sortie de l'escargot, la traction sera hyper importante pour bien finir le secteur 1. Petite pleine charge ici, puis gros freinage à l'épingle du numéro 6 où certains pourront dépasser s'ils ont un avantage pneumatique. On repart le plus tôt possible sur les gaz, on passe le 7 à fond. Il faudra lâcher 3 vitesses sur le 8, puis monter sur les freins sur le 9 qui se négociera à moyenne vitesse. A partir de là, c'est à fond jusqu'au 11 et cette nouvelle courbe dans laquelle il faudra garder le max de vitesse pour pouvoir doubler dans la ligne droite. Cette ligne droite, ce sera la plus grosse opportunité de dépassement. Je vous l'ai dit, c'est l'une des plus longues de la saison. Au 14, il y a un énorme freinage où on va tomber en 2. Ça repart sur les gaz le plus vite possible ici aussi. Dans le dernier virage, il faudra perdre un peu de vitesse pour ne pas sortir large à droite. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, il fera beau mais frais. Samedi, ça sera la même chose. Et dimanche, il fera nuageux, plus humide et à peu près la même température. Le programme du Grand Prix de Chine. Vendredi à 4h30, on aura les FP1 et à 8h30 la qualif du sprint. Samedi à 4h du matin, on aura le sprint et à 8h les qualifs. Et dimanche à 8h, le Grand Prix. Pour ma part, ce week-end, je ne serai ni en live sur pole position, ni au commentaire du Grand Prix. Je suis toujours en voyage, donc malheureusement, ça ne sera pas possible. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!